Voilà. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision présidentielle. Nous vous présentons cet entretien exclusif avec le professeur Noël Tchani Mwadjanvita, l'homme et l'auteur de la loi sur la congolité des pères et des mères. Il a accepté l'invitation de la télévision présidentielle. Nous allons devoir évoquer un peu cette proposition de loi et revenir aussi sur le plan Marshall Noël Tchani pour le développement. Il semble qu'on a inséré maintenant la loi sur la congolité dans ces grands projets. Noël Tchani, en tant qu'un acteur politique aussi un scientifique, nous allons devoir un peu revenir sur le communiqué final qui a sanctionné les sommets de Luanda en Angola, un sommet qui essaye de rapprocher un peu Kinshasa et Kigali pour un probable dialogue, peut-être une façon de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Et puis quelques observateurs ont des questions à poser au candidat président de la République qui est déjà dans nos studios. Professeur, je vous en prie, merci quand même pour votre disponibilité. Ah voilà, vous avez des gants. Ça signifie quoi alors? Merci finalement? Nos téléspectateurs veulent comprendre. Les gants que je porte ont une signification. La signification est que le Congo est cloué au sol par des antivaleurs qui, depuis très longtemps, empêchent à notre pays de pouvoir décoller. Des antivaleurs lesquelles? Corruption, détournement de fonds publics, prédation des ressources naturelles, mais aussi les rébellions meurtrières qui ont endeuillé toute la République. Dans toute cette marmaille d'antivaleurs, Noël Tchani se présente comme quelqu'un qui n'a jamais été... Et vous récidivez après 2018. Je suis totalement propre comme la neige. Exactement. Par conséquent, je me présente avec des gants pour marquer la différence avec tous les autres qui ont été trempés dans une ou l'autre de ces antivaleurs-là. L'homme de la loi sur la congolité. Au fait, ce n'est pas la congolité. La congolité, c'est un terme péjoratif. Que les gens attribuent à votre initiative. Inventé par les détracteurs pour pouvoir salir ce que nous voulons faire à travers la loi Tchani des pères et des mères. Justement, nous allons revenir sur ça. Et on a suivi ensemble le communiqué final de la SADC. Il faut remplacer la force de l'EAC et ramener la force de la SADC dans l'est du pays. Merci professeur, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Nous allons revenir finalement sur tout ça. Et ça fait bail. Comme vous êtes là, je pense que nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde, ils seront soulagés. Nous avons pour mission d'aider ce peuple à comprendre votre vision, à comprendre vos pensées. Pourquoi la loi sur la loi Tchani, qu'on appelle, vous ne voulez pas qu'on revienne sur le sens péjoratif. Les gens doivent comprendre qui est Noël Tchani, ça fait longtemps. Est-ce que vous vous sentez à l'aise en RDC? Je me sens très à l'aise en RDC parce que c'est chez moi. N'oubliez pas que j'étais né en Ganajika, au centre de la République, où j'ai évolué jusqu'à la fin de l'école secondaire. Après avoir terminé, le gouvernement zaïrois à l'époque m'a donné une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France, aux États-Unis, jusqu'à devenir docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Après avoir terminé, j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans les banques commerciales d'investissement à New York, mais aussi à la Banque mondiale à Washington. Je reviens ici en 2018. Bon, après une absence de plusieurs années, j'ai eu le temps de pouvoir me réadapter, m'acclimater à la RDC. Et aujourd'hui, je suis totalement à la hauteur de dire que je connais mon pays et je me sens tout à fait à l'aise, non seulement en RDC, mais avec mon peuple, le peuple congolais. Et merci beaucoup. Vous êtes ensemble avec le député Singa Pouloulou, oui. Et depuis le mois de mars, la loi Tchani est au Parlement. Peut-on dire qu'elle est au calendrier grec aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je voudrais saluer Singhi Pouloulou Servo Pichu. Il y a à peu près 500 députés. Il est un député exceptionnel. Un député qui a compris le sens profond de ce que je voulais réaliser à travers la proposition de loi Tchani des pères et des mères. Tout le monde est au courant que notre pays est infiltré dans les hautes fonctions de l'État depuis plusieurs années. On a connu des James Kabarebe qui étaient les chefs d'état-major de l'armée. On a connu des Congolais qui sont Congolais de peau, mais en réalité à l'intérieur, ils travaillent pour le Rwanda, pour l'Ouganda ou pour l'extérieur. Quand on est un pays et qu'on est dans cette situation-là, c'est que la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale sont compromises. La loi Tchani vise nécessairement à lutter contre ces infiltrations étrangères pour que le Congo redevienne un pays souverain, indépendant, jouissant de l'intégrité territoriale et qui ne fait des choses que dans l'intérêt donc du peuple congolais. C'est ça que Singhi Pouloulou a compris et je suis heureux
d'être son partenaire dans ce projet. Merci beaucoup. Je vous prie, nous allons suivre un élément sur cette proposition de loi. C'est une réflexion qui porte la signature indélébile de notre confrère Désiré Ouembolo, et puis on revient pour décortiquer maintenant des fonds en comble la loi Tchani des pères et des mères. La proposition de loi que nous avons faite aujourd'hui consiste à verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté nationale. La présidence de la République, la présidence du Sénat, le haut commandement militaire de l'armée, le haut commandement du commissariat général de la police, les hauts magistrats, les ministères régaliens, c'est-à-dire défense, sécurité, affaires étrangères, intérieur, finances, le Premier ministre lui-même, le président de l'Assemblée nationale, l'administrateur général de l'ANER, l'administrateur général de la DGM. Donc toutes ces fonctions de souveraineté, nous estimons qu'il faut qu'elles soient réservées exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi? C'est pour éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous assurer que les destins en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ces destins se trouvent dans les mains des gens qui sont 100% loyaux à la République démocratique du Congo. Nous avons connu des cas de trahison dans notre pays, il faut qu'on se le dise clairement. Vous vous rappelez tous du cas de James Kabarebe, qui était venu, qu'on a mis chef d'état-major de l'armée nationale congolaise. Et le jour qu'il s'est brouillé avec le chef de l'État, il a pris de l'avion, il est parti chez lui, au Rwanda. Il connaissait toute l'organisation militaire du pays. Il connaissait tous les secrets militaires. C'est un projet de loi qui donne aux Congolais la chance d'avoir ses propres frères et sœurs dans les institutions, surtout dans les postes clés, en ce qui concerne la charge de l'État. Selon Noël Tchani, l'auteur de ce projet de loi, tout candidat à la présidentielle en RDC doit être un citoyen né des pères et des mères congolais. Ceux-ci sont légitimes à accéder aux plus hautes fonctions de l'État, dont la présidence de la République. Préoccupé par un risque d'infiltration des mercenaires au sommet de l'État, ce patriote, que l'on présume ethniquement pur, avait déposé en juillet 2021 une proposition de loi barrant la voie du pouvoir aux Congolais ethniquement impurs. Celle-ci avait été rapidement écartée, mais le contexte a évolué. Désormais, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosonkodia, se montre ouvert quant à l'examen de la dite proposition. Certains observateurs estiment que tout Congolais conscient du danger que court son pays est appelé à soutenir cette loi afin de barrer la route aux ennemis du Congo, surtout ceux qui prônent la balkanisation et qui se rangent du côté du Rwanda. Cette loi permettra aux Congolais de protéger l'intégrité territoriale de leur pays, car offrir un pays aux étrangers favorisera ce dont Lumumba, héros national, avait peur, la balkanisation. Alors, professeur, docteur, c'est comme ça, hein? Bien sûr. Alors, vous venez de suivre cet élément. D'abord, vous vous retrouvez dans ces petits commentaires? Bien sûr, je me retrouve dans le commentaire. C'est pas pour rien qu'on avait initié la proposition de loi. C'est parce que nous pensons sincèrement que pour protéger le pays, il faut que certains postes de souveraineté soient réservés exclusivement aux Congolais qui ne sont pas dans des situations de conflit d'intérêts. Aux Congolais d'origine nés de pères et de mères congolais d'origine, eux-mêmes mariés aux épouses qui sont congolaises d'origine aussi. Et ça, c'est un ajout ou bien ça a toujours existé? Ça a toujours existé, sauf que les gens ne font pas attention à certaines choses quand nous les disons. Mais dès le départ, on avait verrouillé les postes d'épouses, enfin les épouses aussi. La loi qui se trouve à l'Assemblée nationale qu'on a déposée depuis 2021, elle contient cette disposition-là. Et le livre que je viens de publier, le livre qui s'intitule « De pères et de mères, quel avenir pour la République démocratique du Congo », voici le livre. Donc ce livre-là, il donne les détails de la proposition de loi et on souligne aussi la nécessité d'avoir donc les épouses congolaises. Et vous, vous êtes finalement dans cette lignée-là? Je suis dans cette lignée-là. D'abord, vous voyez, mon épouse est là, donc elle est congolaise de mère. Donc je tiens à prêcher par l'exemple. Vous savez, nous avons beaucoup de bonnes filles congolaises qui sont dans ce pays.
qui n'attendent que des bons maris qui peuvent donc les épouser. Et devenir un jour de première dame. Et devenir un jour de première dame. Ce serait quand même dommage qu'un pays de 122 millions d'habitants, quand vous devenez président de la République, vous nous amenez une femme qui est française, qui est allemande, qui est américaine. Et c'est quoi les risques finalement quand vous verrouillez tous les postes de commandement? C'est quoi les risques? Le risque, il n'y a pas de risque. Le risque surtout pour nous, en verrouillant, c'est de s'assurer que le Congo sera toujours dans des bonnes mains, dans des mains des gens qui seront 100% loyaux à l'égard donc du pays. Le risque que nous traversons lorsqu'on a soit des épouses étrangères, soit avoir un Congolais qui a un parent à l'extérieur, un parent étranger, un parent congolais, le risque c'est qu'en cas de conflit entre la RDC et cet autre pays-là, de l'épouse ou bien de l'autre parent du candidat en question, le risque que nous prenons c'est que le candidat, s'il devient président de la République, il peut basculer le Congo dans les mains d'un pays étranger. En d'autres termes, les Congolais auraient un président de la République qui ne travaille pas à 100% pour eux, mais qui travaille à 100 pour 50% pour le Congo, 50% pour un pays étranger. C'est un risque énorme. Alors, professeur, je vous ai reçu, je crois, il y a plusieurs années, sur une chaîne de la place, quand vous revenez finalement des États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas cette loi ici. Vous étiez un homme considéré un scientifique, professeur Noël Tchani, vous présentez le plan Marshall, Noël Tchani pour le développement de la République démocratique du Congo. Mais quelques années après, vous semblez être plus proche du président de la paix et subitement, la loi Tchani. Je vais vous dire une chose, c'est que les Congolais dorment souvent. Et ne se réveillent que quand il y a un événement qui puisse les secouer. Quand je suis revenu des États-Unis d'Amérique, je vous rappelle que j'avais une fiche de campagne. À l'époque, ma fiche de campagne disait quoi? Professeur Noël Tchani Mwadianvita, 100% congolais et loyal à la RDC. C'est ça que la fiche de campagne disait à l'époque. 100% congolais, ça disait congolais de père et de mère. Les gens ne m'ont pas compris à l'époque parce qu'ils étaient donc distraits. Il a fallu attendre que nous puissions changer 100% congolais pour marquer des pères et des mères. Pour qu'ils se réveillent et commencent maintenant à crier dans tous les sens, ils ont découvert qu'il y a une innovation. Mais réellement, ce que nous disons aujourd'hui, nous l'avons dit il y a plusieurs années. Au moment où je revenais, j'avais vu ce risque-là d'avoir un président de la République qui n'a pas tous les pieds en République démocratique du Congo, qui a un pied dedans, un pied dehors. Et ça, c'est très dangereux. Vous savez, ce n'est pas pour rien que d'autres pays, notamment les États-Unis d'Amérique, ils ont fait une loi qui dit, c'est la loi du sol. Vous voulez diriger les États-Unis, vous devez être américain, né sur le sol américain. Pourquoi ils considèrent ça? Si vous êtes américain, né à l'étranger, vous ne pouvez pas être président des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que vous serez loyal en partie aux États-Unis, en partie au pays d'où sont venus vos parents ou bien là où vous étiez nés. C'est ainsi que des personnalités éminentes, telles que Henry Kissinger, telles que Madeleine Albright, qui ont été des secrétaires d'État, ou bien telles que Arnold Schwarzenegger, qui a été gouverneur de l'État de Californie. La Californie, c'est l'un des plus grands États aux États-Unis d'Amérique. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire sur le plan politique. Ils sont montés jusqu'à devenir gouverneurs ou secrétaires d'État. Mais ils ne sont pas autorisés à occuper des fonctions de souveraineté telles que la vice-présidence des États-Unis ou la présidence des États-Unis. Si les États-Unis d'Amérique, la plus grande démocratie donc dans le monde, a cette restriction-là, pourquoi nous, qui sommes surtout un pays convoité, entouré de beaucoup de pays qui veulent avoir de l'influence sur nous, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas adopter des lois pour nous protéger? Par conséquent, ce que je propose là, c'est la priorité des priorités. Et je vais demander aux Congolais, pendant cette élection présidentielle ou bien cette élection législative, posez la question à votre candidat député national ou candidat président de la République. S'il n'est pas pour la loi Tchani des pères et des mères, ne votez pas pour lui. Il faut voter pour les gens. C'est pas une obligation. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec vous. Il peut ne pas être d'accord, mais je dis simplement que s'il n'est pas d'accord, en réalité, c'est parce qu'il a peut-être d'autres raisons, il a d'autres allégeances à l'extérieur qui font qu'il ne peut pas être 100% loyal à la RDC. Par conséquent, évitez de tels candidats. Et comment vous analysez toutes les attaques partout contre Noël Tchani, au sujet d'ailleurs de cette initiative? Il vous arrive, vous dites, bon, écoute, Noël Tchani, est-ce que j'ai dépassé les Rubicons ou comment? Ça, c'est la fiche. Je voudrais d'abord vous montrer la fiche publicitaire que j'avais quand je suis revenu des États-Unis d'Amérique. Elle dit ici, docteur Noël Tchani Mwadianvita,
candidat à la présidence de la RDC, 100% congolais et loyal à la RDC. Donc je n'ai pas commencé ça aujourd'hui, j'ai commencé depuis longtemps. J'ai vu ce que beaucoup de Congolais n'ont pas vu, le risque d'avoir un président qui n'est pas loyal à la RDC. Maintenant, en ce qui concerne donc les attaques, j'adore ça. Vous savez, on y jette des pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits. Et moi, je porte des fruits, j'ai quelque chose à offrir. C'est pour cela que tout le monde se réveille et il se dit, oh non, celui-là, il faut lui barrer la route, il faut... Mais à la fin de la journée, en essayant de faire ça, ils me font la publicité. Noël Tchani, aujourd'hui, il faut admettre, est plus connu des Congolais que le Noël Tchani qui est venu des États-Unis en 2018, grâce bien sûr à mes détracteurs. Vous savez, il y a un ministre congolais, je ne voudrais pas le citer. Le ministre congolais m'a vu, il m'a dit, mais Tchissin, vous savez quoi, vous avez beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que votre campagne présidentielle, elle est faite. Vous l'avez fait la campagne avec cette question donc de père et de mère, et surtout elle est financée par vos détracteurs. Il y en a qui dépensent beaucoup d'argent pour payer des journalistes corrompus là, ici à Kinshasa. Vous les connaissez tous. Il y en a qui sont en fuite, il y en a qui sont en prison, il y en a qui se cachent. Mais tous ces journalistes corrompus là, ils sont financés par la même source. Il n'y a pas de journalistes corrompus. Il y en a des journalistes corrompus. On les appelle des journalistes donc de $20 ou de $10 à l'heure. Ça n'existe pas. Vous êtes candidat président de la République. Oui, mais c'est une idée, une initiative. Vous avez mis ça sur la place publique. Tout le monde peut critiquer ça. Je dois dénoncer ce qui ne marche pas dans la société. Alors accepte que les gens, que d'autres personnes ne soient pas d'accord avec votre initiative. Je suis d'accord que des gens ne soient pas d'accord avec moi. Et on organise des débats avec ces gens-là pour qu'ils puissent donner leurs arguments et moi je peux leur donner aussi mes arguments. C'est comme ça dans une société démocratique. Mais je ne suis pas d'accord qu'il y ait un mec financé à $10 à l'heure qui va fabriquer des faux passeports américains pour dire que Noël Tchani est un Américain. Il fabrique donc des faussetés parce qu'il peut me salir. Il raconte que la loi que nous faisons, elle va diviser la population congolaise. Et je vais vous démontrer que cette loi-là unifie la population congolaise. En quoi faisant? Par exemple, nous avons aujourd'hui dans notre constitution l'article 10 qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être congolais et avoir aussi une nationalité étrangère. Si bien qu'à travers cette disposition-là, 15 millions de Congolais ont perdu la nationalité congolaise. Ils vivent essentiellement dans la diaspora. Moi, je propose qu'on puisse adopter le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est-à-dire, quand vous êtes Congolais d'origine, vous ne pouvez pas perdre la nationalité congolaise. Vous pouvez aller à l'étranger, adopter 10, 15, 20 000 nationalités, ça ne change rien. Quand vous revenez au Congo, nous vous reconnaissons toujours comme étant notre frère de père et de mère. Et cette personne-là, parce qu'il garde toujours la nationalité congolaise, on a redonné la nationalité à travers ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise à 15 millions de personnes. D'où la population congolaise aujourd'hui, elle est de combien? Les 15 millions qui vont recouvrir la nationalité congolaise qui était dans la diaspora, qu'on ajoute aux 107 millions qui sont des Congolais de l'intérieur. On a une population totale de 122 millions d'habitants. Une grande population pour un grand pays. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a des ressources humaines de qualité, surtout qui sont formées à l'étranger, qui ont travaillé à l'étranger, qui ont de l'expérience, qui ont même épargné de l'argent qu'ils vont ramener au Congo pour investir ici. Je ne vois que du bien à travers cette proposition ici. Par conséquent, la loi que nous proposons, elle réunifie une population déjà divisée. Les prêtres qui disent qu'on divise les gens, ce sont des corrompus. Ils sont corrompus, pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'argent des coins. Non, mais j'aime le dire, c'est un point de vue. Oui, mais accepte qu'il y ait aussi... Oui, mais on connaît très bien qu'ils les reçoivent, on a consulté l'église, on leur donne... Vous êtes un professeur, vous êtes un scientifique, c'est pas aussi, hein? Non, accepte tout cela. J'accepte la contradiction, mais quand il y a le mal, il faut le dénoncer. Et quand il y a des prêtres qui ont reçu l'argent pour adopter une position pour défendre des... Vous avez des preuves qu'ils ont reçu de l'argent. Mais on a des preuves, on peut même vous donner donc ce qu'ils ont reçu. Bon, justement, rentrons au Parlement. Quel est le sort réservé à votre initiative en ce moment ici? La loi se trouve aujourd'hui sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Elle est programmée pour débat et vote pendant cette session parlementaire de septembre 2023. Et je sais que c'est une session très courte parce que les gens vont partir bientôt en vacances. Mais moi, j'espère qu'elle va être programmée avant la clôture de cette session parlementaire. Si elle est programmée, elle va être adoptée. Si elle n'est pas programmée, ce n'est pas grave. Il y a une nouvelle législature qui va venir. La loi va être encore sur la table de l'Assemblée nationale. Elle sera adoptée avant les élections de 2020. Non, vous y croyez fermement? Je crois sincèrement parce que si on ne le fait pas,
Le risque que nous avons, c'est que ce pays va être dirigé un jour par un étranger. Et si on arrive à cette situation-là, cet étranger va mettre à mal la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et surtout l'indépendance pour laquelle Patrice Emery Lumumba et les autres martyrs sont décédés. Cette indépendance-là sera remise en question. Mais à la Cour constitutionnelle, vous étiez débouté là-bas. Est-ce que vous continuez toujours, quand bien même la Cour a décidé autrement? Nous ne sommes pas là pour revenir sur les arrêts de la Cour constitutionnelle, mais on constate tout simplement. Non, la Cour ne s'est pas prononcée sur la proposition de loi Tchani de C'est votre que contre Moïse Katumbi. Non, ce n'était pas la question ici. La question qui était à la Cour était différente. La question était... Cet individu-là n'est pas qualifié, pourquoi? Parce qu'il utilise des nationalités étrangères, ainsi de suite. Là. Mais on n'avait pas abordé la question, est-il de père ou de mère? Ça, c'est pas la question abordée par la Cour constitutionnelle. Parmi les 23 candidats, vous n'avez vu que celui-là. Bon, je ne connais pas tous les 23 candidats. Mais celui-là, vous les connaissez très bien. S'il vous plaît. Ceux que je connais, je ne peux me prononcer que sur eux. Les autres que je ne connais pas, comment voulez-vous? Et puis, je ne suis pas le seul gardien de la République. Il y a 200... Nous sommes combien? 122 millions d'habitants. Pourquoi attendez-vous que Noël Tchani soit le seul gardien de la souveraineté nationale et les autres, ils servent à quoi? Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle. Et moi, je pense que la Cour constitutionnelle de la RDC, elle a trahi le peuple congolais. En autorisant un étranger à se présenter à l'élection présidentielle, ça va créer un précédent. Demain, si Abbé Dachour est candidat à la présidence, vous allez lui dire quoi? Demain, s'il y a George Forest qui se présente pour être candidat à la présidence, vous allez lui dire... Non, vous n'êtes pas d'accord avec... Par conséquent, je ne suis pas d'accord avec la décision de la Cour constitutionnelle. Mais vous vous inclinez devant la décision. Mais nous allons corriger cela à travers la loi Tchani de père et de mère. Lorsqu'elle est adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, les règles du jeu seront claires. Dans l'avenir, aucun étranger ne pourra encore se présenter à l'élection présidentielle si la loi Tchani est adoptée et promulguée par le chef de l'État. D'abord, on s'incline quand même devant cette décision. Noël Tchani, candidat président de la République, il y a des téléspectateurs qui me disaient mais Noël Tchani est proche de Félix Tshisekedi. Pourquoi il s'est présenté à la présidentielle? Mais pourquoi ils disent que je suis proche de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi est là depuis 2018. Vous avez vu Félix Tshisekedi appeler Noël Tchani pour travailler avec lui? Il n'est pas proche de moi. Il n'est pas plus proche de moi qu'il est avec d'autres Congolais. Donc ceux qui parlent comme ça là, ce sont des gens simplement qui sont des tribalistes, qui associent tout le monde dans une tribu que nous faisons partie des mêmes camps. Mais Félix Tshisekedi et moi, on n'est pas dans le même camp. Pourquoi? Parce que il fait ses affaires, il ne me consulte pas, et quand moi je fais mes affaires, je ne le consulte pas. Donc on est je le traite au même titre que je traite d'autres candidats à la présidence de la RDC. Ben justement, vous avez publié un ouvrage. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence rapidement de cet ouvrage? L'ouvrage que j'ai publié, qui s'intitule donc de père et de mère, présente au peuple congolais l'idée derrière la loi de père et de mère. Pourquoi elle est importante pour la RDC? Pour verrouiller les fonctions à la souveraineté nationale, pour éviter qu'il y ait des infiltrations au sommet de l'État. Et on énumère ces fonctions-là à la souveraineté nationale, des fonctions de souveraineté nationale qui sont verrouillées. En plus de ces fonctions-là, on a verrouillé aussi les épouses et on explique pourquoi il faut procéder donc de cette façon. Au-delà de cela, nous présentons le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Pourquoi c'est important d'adopter ce principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise? Mais le plus important dans ce livre ici, nous faisons une étude comparative de la RDC et d'autres pays à travers le monde. Quels sont les pays qui ont adopté la même disposition? Vous avez suivi tout récemment le président militaire du Gabon, le président de la transition. Il arrive dès le premier jour, il dit qu'on va adopter la loi des pères et des mères et d'épouses au Gabon. Ils ont vécu les conséquences de ce que c'est une infiltration. Avec le président Ali Bongo marié à une femme étrangère, le jour qu'on les renverse, la femme dit « Je ne suis pas gabonaise, voici je suis de tel pays ». Elle emporte toute la caisse qu'elle avait épargnée avec son mari. Voilà les conséquences donc d'une infiltration au sommet de l'État. Par conséquent, nous disons, apprenons de l'exemple des autres. N'attendons pas que ça puisse nous arriver avant que nous puissions nous réveiller. Adoptons cette loi et le pays sera mieux protégé. On va protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, on va réaffirmer l'indépendance de la RDC et nous allons nous assurer que le pays se trouve et se trouvera toujours dans de bonnes mains et que ceux qui ne sont pas des pères et des mères, ces étrangers, pas des étrangers, tous qui ne sont pas des pères et des mères, donc ne sont pas des étrangers, mais il y a des étrangers qui profitent de notre naïveté actuelle pour se présenter à la présidence de la République. Cela ne pourra plus arriver une fois que la loi des pères et des mères est adoptée. Très bien. Merci beaucoup à professeur Noël Tchani. Alors,
Parlons maintenant de votre candidature. Nous savons que ce n'est pas le moment d'évoquer tout ça, parce que nous devons respecter et attendre finalement le bon moment pour parler de tous ces détails-là. D'abord, vous êtes candidat à président de la République, on a 23 candidats. Est-ce que vous... On a 26, ouais. 25 ou 26. Alors, vous pensez qu'un jour on pourra avoir un candidat commun de l'opposition? C'est juste une question de curiosité. Moi, non seulement que je pense qu'on devrait chercher à avoir un candidat commun de l'opposition, si les gens mettent de côté leur égoïsme, leur ego personnel, pour voir l'intérêt du pays. Et comment est-ce qu'on peut arriver à choisir ce candidat commun de l'opposition? Il faut enlever les suspicions qui pèsent des uns sur les autres, qu'on se mette autour de la table et qu'on dise quels sont les critères pour être candidat commun de l'opposition. Du point de vue de l'éducation, la personne doit avoir quel niveau d'études? Le plus instruit devrait avoir l'avantage de représenter les autres. Le plus expérimenté, c'est celui qui a de l'expérience. Comment gérer un pays? Vous savez, un pays, ce n'est pas une boutique, ce n'est pas une épicerie qu'on peut gérer n'importe comment. Qui a de l'expérience pour gérer le pays? 3, qui a une vision de développement qu'on peut utiliser pour développer le pays au profit de tous et qui peut rassembler tout le peuple congolais. Maintenant, une fois qu'on a défini ces critères-là, on examine tous ceux qui prétendent être des candidats de l'opposition et on choisit la meilleure personne possible. Le problème que nous avons, j'ai rencontré quelques individus. Quelqu'un qui me dit, dès que je lui ai énuméré ce truc-là, il me dit, mais le problème c'est que si on va vers votre chemin, il n'y aura que vous qui allez être qualifié pour être candidat commun de l'opposition. Je demande pourquoi. Il dit, mais qui d'autre a des études, de niveau d'études comme le vôtre? Je dis, mais non, il y a des gens qui sont des docteurs qui sont dans ce groupe-là. Il dit, mais ce sont des docteurs, mais ce sont des docteurs dans des domaines qui ne sont pas relatifs à la gestion réelle donc, du pays. De pédiatres, de gynécologues, des trucs de ce genre-là, ils ne sont pas formés pour gérer le pays. J'ai dit non, mettons-nous ensemble d'abord, examinons ces choses-là de façon objective et on va choisir le meilleur candidat pour représenter donc l'opposition. Donc c'est possible d'avoir ce candidat, mais il faut nécessairement que chacun mette son ego personnel de côté pour qu'on voit l'intérêt du pays et qu'on choisisse la meilleure personne possible. Et non pas quelqu'un qui a un parti politique qui est sur toute l'étendue de la République, et non pas quelqu'un, comme on dit, qui a une base solide. Il faut plutôt voir les niveaux d'études. Vous savez, non seulement qu'il faut voir le niveau d'études, je vois le niveau d'études, l'expérience, le niveau d'intégrité, la propriété pour être à mesure que quand on nous dit voici quelqu'un qui représente l'opposition, les gens se disent mais oui, il incarne certaines valeurs. On ne veut pas mettre devant un candidat commun de l'opposition, on dit il est accusé d'avoir détourné autant de milliards. Des choses de ce genre-là, ça ne nous honore pas. Maintenant, les partis politiques. Je ne crois pas qu'il y a vraiment dans ce pays-là un parti politique qui soit un parti national partout, qui symbolise donc la majorité des Congolais. Je ne crois pas. Et aujourd'hui, s'il faut faire l'analyse très bien, le plus grand parti politique de la RDC, c'est un parti informel. Vous savez comment il s'appelle? Des pères et des mères. Vous allez dans toutes les provinces, vous trouvez que le phénomène des pères et des mères est au-delà des partis politiques. Et là, vous voulez dire que vous êtes représenté partout? Je peux dire que nous avons des Congolais qui soutiennent nos idées partout en RDC. Ça va au-delà des partis politiques. Vous trouvez les gens de l'UDPS qui s'identifient avec des pères et des mères. Les gens d'autres partis, je ne veux pas, de tous les partis politiques, ils s'identifient avec des pères et des mères. Ils disent, on peut ne pas être d'accord avec vous sur tous les plans, mais vous avez sorti une initiative qui nous permet de croire que vous êtes un véritable défenseur de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale. Vous êtes un patriote. Alors, vous êtes un patriote, vous avez le profil, tout ce qu'il faut. Noël Tchani, aujourd'hui, candidat commun de l'opposition face à Félix Tshisekedi. Oui, pourquoi pas. Si je suis candidat commun face à Félix Tshisekedi, tout ce que je peux lui dire, Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, organisons un débat entre vous, qui êtes le tenant du pouvoir, et moi qui représente l'opposition. Vous allez défendre votre bilan et je vais vous démontrer aussi que votre bilan, même si vous avez fait beaucoup de progrès par rapport à quand vous êtes arrivé au pouvoir, il reste beaucoup de choses à faire. Et nous pensons qu'en tant que représentant de l'opposition, je peux mieux faire que vous pendant les 5 prochaines années. Je vais donner un exemple. Le domaine de la gouvernance, moi je pense que ça a été un point d'échec total de cette administration. Pourquoi? Parce qu'on arrive au pouvoir, on dit que le pays est très corrompu, prédation des ressources naturelles, détournement des fonds publics. 5 ans plus tard, aucune personne n'a été condamnée pour corruption, détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles. Et tous ceux qui ont été arrêtés,
jugés, condamnés, mis en prison, ils sont sortis, on leur a donné des promotions. Moi, si je suis président de la République, je voudrais que les gens soient bien informés. Vous mettez vos mains dans les caisses de l'État. On va vous amener devant la barre. On vous présume toujours innocent. On vous juge. On vous condamne. Si on vous met en prison pour 20 ans ou 25 ans, vous allez rester là-bas. Il n'y aura pas de « telle personne est intelligent, il va jouer un rôle important », ça ne va pas intervenir. Comment vous pouvez... vous connaissez bien les Congolais? Je devine parce que je suis Congolais. Justement, deux candidats à la présidentielle d'un même espace géographique. Ça ne change absolument rien. Moi, je ne raisonne pas en termes d'espace géographique, en termes de tribus, en termes de famille. On peut avoir dans la même famille le grand frère qui n'est pas d'accord avec le petit frère. On peut avoir dans le même espace géographique deux candidats qui ont des visions différentes. Je voudrais vous poser une question. Le plan Marshall pour la RDC que je préconise, c'est une vision de développement unique. Je suis allé dans l'espace Grand Kasaï. Honnêtement, pendant 5 ans, on aurait dû réaliser beaucoup de choses. Je vous donne un exemple. J'ai visité le barrage hydroélectrique de Tchala. J'ai eu des larmes aux yeux. Voilà une centrale électrique qui peut être réhabilitée. Moi, je peux dire en l'espace de 12 mois, ça peut donner de l'électricité à tout le monde. C'est comme si il n'y a aucune action qui est entreprise là-dessus. Nous étions là-bas. À Tchala. Oui, avec je suis allé, une délégation. Voilà. On a compris comment des choses. Mais quand vous parlez du plan Maréchal Noël Tchani, c'est le même plan que vous avez présenté en 2018 ou bien vous l'avez actualisé? C'est un plan actualisé. La base est celle de 2018, mais il est actualisé. En 2018, j'avais présenté un plan qui faisait 800 milliards de dollars sur 15 ans. Aujourd'hui, après l'avoir actualisé, nous avons un plan qui fait 1000 milliards de dollars sur 15 ans. Et je voudrais juste vous donner une idée globale. Exactement. Par exemple, nous avons ici la carte de la RDC. Tout le monde sait que les provinces de la RDC sont désarticulées, ne sont pas connectées les unes aux autres. Je propose donc un plan pour construire des autoroutes qui vont relier toutes les provinces pour être à mesure de partir de Sakania, du bas du Katanga jusqu'à Zongo, en voiture, autoroute, sans s'arrêter en cours de route, ou bien de Banana jusqu'à Mahagi ou de Ngandanjika à n'importe quel point de la République, par route, des autoroutes comme ça existe aux États-Unis, au Japon, en Chine ou bien en France. Les lignes noires représentent les chemins de fer pour réaliser le même objectif, connecter toutes les provinces. Mais l'innovation de ce plan, c'est quoi? Vous voyez les points jaunes que vous voyez partout. Ce sont des villes existantes aujourd'hui, mais qui ne sont villes que de nom. Ou quand vous y allez, vous ne trouvez rien de caractéristique donc d'une ville. Il faut qu'on prenne cela à partir de zéro, qu'on développe ces villes-là pour qu'elles deviennent donc des villes habitables avec toutes les caractéristiques, avec de l'eau, de l'électricité, des routes, avec des écoles modernes, des hôpitaux modernes et avec les centres de récréation, des centres commerciaux. Donc une ville moderne, des quartiers résidentiels de qualité. Et ces quartiers résidentiels de qualité, je voudrais vous présenter comment ça va paraître si on arrive donc à faire ce que je propose là. Ce serait une innovation. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais existé. Et je dirais même que beaucoup de personnes ne pensent même pas à ça. Les quartiers résidentiels de qualité, ce serait par exemple... voilà comment se présenteraient les quartiers résidentiels. Ces quartiers résidentiels, une fois qu'on a construit cette ville-là pilote, nous allons répliquer cela maintenant 244 fois à travers tout le pays, dans toutes les provinces, pour créer les mêmes conditions de vie partout, afin qu'on puisse éviter l'exode rural, qu'il n'y ait pas équilibre. Et je suis très mécontent de ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression de penser que les provinces qui avancent, c'est le Lualaba, le Katanga. Mais ça crée le déséquilibre parce que tout le monde va quitter ailleurs pour aller dans ces provinces-là. Nous devons planifier le développement de façon telle que ce qui se passe au Lualaba et au Katanga se passe à Ngandanjika, à Zongo, à Lissala, à Bunia, partout, pour qu'on ait le même développement équilibré à travers. C'est ça le sens du plan Marshall. Alors, avec les zones économiques. Je voudrais juste que vous me permettiez une minute. Quelle est l'innovation de ce plan ici? Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas d'infrastructure. Et nous avons 90% de la population au chômage. Nous devons connecter le marché de l'emploi avec les besoins réels du pays. Donc, on peut trouver la main-d'œuvre locale qu'on va former pour travailler dans le développement et mettre en œuvre cette vision de développement. Et en ce moment-là, nous avons résolu quoi? Urbaniser nos villes, moderniser la ville, développer le pays, mais on a créé de l'emploi pour la population et les jeunes. Alors, d'où
Mettons en œuvre ce plan Marshall. Justement, pour mettre ça c'est une autre question, mais est-ce que dans le plan Marshall, Noël Tchani, vous avez songé aussi à la mobilisation des fonds pour tout ça? En quelques secondes. Nous avons pensé à la mobilisation des fonds, c'est pour ça que je vous parle donc d'un plan de 1000 milliards de dollars sur 15 ans. D'où viendrait l'argent? Je pars du système que nous avons aujourd'hui. Le système que nous avons aujourd'hui, on reçoit 3 milliards de dollars de la part des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux par an. Nous allons maintenir ce niveau-là. Je ne veux pas qu'on augmente la dépendance sur la communauté internationale. On maintient ce niveau-là pour ne pas décourager la communauté nationale, pour qu'elle ne dise pas ils veulent nous abandonner ou bien ils veulent nous chasser de chez eux. 3 milliards de dollars multipliés par 15 ans, on va avoir 45 milliards de dollars qui proviendraient de la communauté internationale bilatéraux et multilatéraux. Maintenant, nous avons aujourd'hui des investissements directs étrangers qui s'évaluent à peu près entre 3 milliards et 3 milliards et demi par an. Nous pensons qu'avec des réformes que nous pouvons faire dans le cadre de ce plan, on peut augmenter ces investissements directs étrangers de façon conservatrice à 5 milliards par an. Multiplié par 15 ans, nous avons 75 milliards de dollars. 45 milliards de bilatéraux et multilatéraux, plus les investissements directs de 75 milliards, on a 120 milliards de dollars qui proviennent de ces deux sources-là. Maintenant, pour faire 1000 milliards de dollars, on prend 1000 milliards moins 120 milliards, il reste 880 milliards de dollars. Les 880 milliards de dollars, ce seraient des ressources que nous allons mobiliser des sources intérieures, du budget national. Le budget national, maintenant, pour l'augmenter, c'est là que je reviens à la question de la gouvernance. Lutte sans merci contre la corruption, le détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles. Nous allons augmenter le budget de 16 milliards que nous avons aujourd'hui à 75 milliards de dollars sur la période donc de 15 ans. Et c'est pour ça que pour mener cette lutte-là, il faut être à mesure de dire jamais corrompu, jamais impliqué dans le détournement des fonds, des ressources publiques et jamais impliqué dans la prédation des ressources naturelles. Il faut être propre pour être à mesure de mener la lutte comme Noël Tchani, bien sûr. Alors là, on est déjà dans la politique active, candidat président de la République. Très bien, merci pour ce plan Marshall. C'est une idée. Le moment viendra, on pourra revenir sur ça avec beaucoup de détails, aux allures d'une campagne électorale, et vous aurez l'opportunité de revenir sur ça, mais avec beaucoup plus de détails. Vous êtes un citoyen congolais, un acteur politique aussi. Il s'est tenu d'ici le 4 novembre à Luanda les sommets sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un communiqué a sanctionné cette rencontre. On a chargé le président angolais, celui qui a la resco médiateur pour créer un peu la paix entre le Kigali et Rwanda. On parle d'un rapprochement sous forme d'un dialogue. Mais le communiqué final ne pointe pas du doigt clairement l'agresseur de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un plan bien détaillé de déploiement de cette force de la SADC qui doit remplacer l'EAC dans l'Est du pays. Noël Tchani a suivi sûrement ce qui s'est passé en Angola. La population vous écoute. Je suis horrifié par l'évolution de la situation à partir de ce communiqué en Angola. Horrifié pourquoi? Parce que les Congolais, à tous les niveaux d'ailleurs, au plus bas, du plus bas citoyen au sommet de l'État, ils pensent que la solution au problème sécuritaire du Congo viendrait de la SADC, de l'EAC, de la MONUSCO, de ceci, de cela. Je ne crois pas un seul instant. J'ai été dans la communauté internationale et je connais ce que ça veut dire quand on fait des communiqués comme ça là. On vous pousse au dialogue. En réalité, en vous poussant au dialogue, on vous demande d'abandonner certaines de vos prérogatives de souveraineté au profit donc du Rwanda. J'ai dit non. Le Congo ne doit pas négocier en ce qui concerne la souveraineté du pays, l'intégrité territoriale. Et surtout, j'ai dit aussi que le Congo ne peut pas négocier avec un pays qui est déjà entré sur notre sol, qui occupe de façon illégale notre territoire et qui dit maintenant on va négocier. Vous négociez quoi? Pour leur dire donc restez maintenant là où vous êtes. J'ai dit non. Si on fait cela, nous avons trahi le pays de Patrice Emery Lumumba. Par conséquent, j'ai vu tout récemment qu'il y avait un défilé militaire à Kinshasa. J'étais très impressionné par ça. Des chars de combat, des avions militaires, des tenues de militaires, beaucoup de militaires recrutés avec des fusils de qualité, ainsi de suite. Là. Ça nous sert à quoi? À faire donc les défilés militaires. Moi, je souhaiterais que le Congo puisse penser à intervenir militairement pour libérer nos compatriotes qui sont pris en otage par le Rwanda. Moi, si je suis président de la République, je veux que tout le monde puisse m'entendre. Si la situation actuelle perdure, nous allons nous réveiller un matin, les FARDC se trouvent à Kigali.
bombardé en 24 heures, on aura terminé ce problème. Et tant qu'on ne l'a pas fait, les Rwandais ne vont jamais nous respecter. La communauté internationale ne va jamais nous respecter. Nous allons continuer à aller de sommet en sommet, d'accord en accord, Nairobi, Sun City, Luanda et consorts. C'est une perte de temps. À ce stade ici, je dis, la blague a trop duré. Je ne sais pas ce que fait Jean-Pierre Bemba depuis qu'on l'a mis au ministère de la Défense, mais j'ai l'impression qu'il est trop calme, il est trop gentil, quoi. Moi, j'estime que nous sommes arrivés au point où il faut agir et il faut agir militairement. Alors, ce n'est que quand vous agissez militairement. Et d'ailleurs, si j'arrivais en tant que chef de l'État, à entrer au Rwanda, l'objectif doit être clair, de détruire la capacité militaire de nuisance du Rwanda pour que pendant plusieurs années, le Rwanda ne puisse plus poser la menace sécuritaire à la RDC. Je reviens à ma question. Avant l'option militaire, on ne peut pas épuiser toutes les voies diplomatiques. Mais ça fait 5 ans que nous faisons ça, non? Vous allez épuiser ça quand? Vous attendez combien de jours? Jusqu'à présent, le président voyage partout, il va partout. Et il va épuiser. Il y a une sonnette qu'on doit tirer pour dire maintenant vous avez tout épuisé. Moi, je pense qu'on a épuisé. Il faut aussi peut-être avoir une armée. Ça prend au-dessus du temps. Mais qu'est-ce qu'il nous présente là? Seulement pour les défilés. Il faut qu'on arrive à utiliser cette armée, cette puissance militaire qu'on voit là, pour se mesurer donc au Rwanda. Et tant qu'on ne l'a pas fait, je suis sûr que le Rwanda se moque éperdument des sommets. Kagame, il a manipulé la communauté internationale depuis très longtemps. Kagame, c'est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Et tant que nous ne l'avons pas fait, je peux même comprendre les décisions de la Cour constitutionnelle qui arrive à autoriser un candidat qui n'est pas congolais d'origine. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ça. Au XXIe siècle, vous pensez vraiment qu'on doit autoriser un candidat qui a une femme tutsi rwandaise, burundaise à être candidat à RDC? Vous allez vous réveiller quand vous, peuple congolais. Moi, j'estime que ce temps-là est révolu. La Cour constitutionnelle de la RDC a trahi le peuple congolais. Mais le peuple va trancher comment? Pendant cette élection présidentielle législative, votez pour les candidats qui sont pour la loi Tchani de père et de mère. Mais votez aussi pour un candidat qui est ferme à l'égard du Rwanda et qui ne va pas autoriser que ces décisions de la Cour constitutionnelle puissent se reproduire encore dans l'avenir. Et ce candidat-là, c'est le Dr Noël Tchani Mwadiamvita. Ah, vous êtes confiant finalement? Ben, vous croyez que je m'en vais dans une élection pour m'amuser? Je suis très confiant et très optimiste. Merci, professeur Noël Tchani. La télévision présidentielle vous a donné l'opportunité et vous vous êtes exprimé démocratiquement. L'essentiel pour nous, c'est que le message passe. Nous voulons que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour le développement de ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes à quelques jours finalement de la campagne électorale. Ce n'est pas encore le moment de revenir sur ça. Est-ce que vous êtes confiant quant à la tenue de ces élections? Moi, je suis conscient et optimiste quant à la tenue de ces élections. Je vais vous dire pourquoi. Je considère que sur cette terre des hommes, chacun de nous est bon à quelque chose. Noël Tchani, que vous avez en face de vous, est très bon dans le domaine du développement, dans le domaine de la finance, de l'économie. Quand la RDC a besoin de faire des choses dans ce domaine-là, si on m'aligne, j'apporterai beaucoup de dividendes dans mon pays. Denis Kadima est très bon dans le domaine de l'organisation des élections. Il a travaillé à travers le monde dans ce domaine-là. Et quand moi je l'ai rencontré, je lui ai posé la question. Vous pensez vraiment que nous allons avoir des élections crédibles dans ce pays dans les délais? Il m'a dit cela, ça fait 1 an. Il m'a dit, voilà, bientôt je vais sortir le calendrier électoral. Ce calendrier électoral va commencer par l'enrôlement des électeurs et ensuite l'appel à candidature pour la députation nationale et provinciale, ensuite appel à candidature pour la présidentielle et enfin l'élection. Je remarque que depuis que j'ai eu cette conversation avec lui, toutes les étapes qu'il avait annoncées ont été franchies. Il a fait appel à candidature, il y a eu enrôlement des électeurs, les députés nationaux et provinciaux ont été appelés aussi à déposer leur candidature, les présidentielles aussi. Je considère que tout ce qu'il avait promis de faire, il le fait dans les délais. Il n'y a pas de raison maintenant que le peu de temps qui reste pour arriver à organiser des élections, qu'on puisse être optimiste. Donc, moi, personnellement, je sais que les choses ne sont pas parfaites. Il y a parfois, quand on dit on doit poster les listings dans les bureaux de vote, au moment où il faut le faire, peut-être qu'on ne l'a pas fait à temps. Mais en fin de compte, on arrive donc à le faire et à le faire dans les délais qui étaient prévus. Par conséquent, je suis optimiste que les élections auront lieu. Le 20 décembre, on aura des élections
présidentielle et on va choisir un nouveau président de la République ce jour-là et j'espère que ce sera le professeur Noël Tchani. Merci beaucoup à professeur Noël Tchani. Merci d'être venu. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission parce que de ces jours. Mais vous n'avez pas eu l'occasion de me demander le plan Marshall à quoi il ressemble. Mais on a eu quand même quelques détails. Je voudrais vous montrer le plan Marshall à quoi il ressemble. Oui, c'est ça. Il a même un petit mini-plan qui résume le tout. C'est ça le deuxième. Oui. Mais au-delà de cela, je peux vous dire que le plan Marshall comporte aussi des sections particulières pour mobiliser les ressources, pour améliorer le secteur financier, améliorer la monnaie. Vous savez que la monnaie congolaise aujourd'hui ne vaut rien. Par conséquent, nous avons toutes ces subdivisions donc du plan Marshall qui sont disponibles, qui sont prêtes à être déployées pour transformer la vie de nos concitoyens. Et vous organisez des conférences dans les universités partout à travers le pays pour expliquer ça? Exactement, sauf que c'est assez coûteux. Je le fais seul et avec le système congolais, quand vous organisez des conférences, vous louez la salle. Pour faire venir des gens, vous leur payez le transport. Et quand ils arrivent, vous leur donnez à manger et vous leur payez pour les frais de retour chez eux. Alors, ça coûte très cher pour un individu. Comment va ça? C'est vendable sur les réseaux sociaux. Les deux plans sont disponibles auprès des éditions du Panthéon à Paris. Mais vous pouvez commander ça sur les réseaux sociaux à partir d'ici. On va vous les délivrer à la maison. Merci beaucoup à professeur Noël Tchani Mwadianvita. Merci de m'avoir reçu à la 10e rue télévision. Candidat président de la République. On a que deux femmes à la course. C'est celles qui ont voulu poser comme candidature. Dans les prochaines années, il y aura peut-être d'autres qui vont venir, qui vont s'ajouter. Merci d'être venu chez nous. Alors, je vous raccompagne. C'était un plaisir. Je crois que pendant la période de la campagne électorale, on reviendra avec vous avec un décor approprié pour évoquer des fonds en comble, le plan Marshall, Noël Tchani pour le développement de ces grands pays. Merci mille fois d'avoir reçu à la 10e rue télévision. Et d'accord, je pense que vous allez laisser aussi pour nous les copies. C'est très important. Merci d'être venu sur nos plateaux. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet entretien exclusif. Désolé, vous devez devoir compter avec nous. Nous allons faire un effort de vous présenter tous les candidats qui vont défiler sur ce plateau avec le concours de la hiérarchie de la télévision présidentielle. Nous vous disons sincèrement merci et nous serons fiers de vous retrouver prochainement pour un autre entretien exclusif. D'ici là, restez branchés sur le programme de la télévision présidentielle.